Les amis, je suis MC Rogers et conseil. Donc, j'hésite aujourd'hui sur le thème à donner à cette vidéo. Je me dis comment est-ce que je peux intituler ça. Donc, c'est ma première vidéo que j'ai fait concernant l'asile en France. Alors, pour une petite histoire, je suis arrivé en France en 2020 et obtenu la protection internationale en 2021, quelques mois après. Donc, aujourd'hui, je viens vous expliquer comment ne pas avoir l'asile en France. Ça paraît un peu bizarre. Plutôt que de parler, de vous expliquer comment obtenir l'asile, je vous explique qu'est-ce que les gens font pour qu'ils obtiennent pas l'asile en France. Après, vous allez faire le contraire, bien sûr. Pour ne pas obtenir l'asile en France, il y a trois choses que vous devez faire dans votre récit de vie. Il y a des erreurs que vous mettez dans votre récit de vie. Donc, il y a également les éléments que vous apportez comme preuve. Et puis, il y a votre interview devant l'officier de protection à l'OFPRA. Donc, en effet, l'officier de protection à l'OFPRA, il se base sur votre récit de vie. Ça, c'est en premier lieu pour vous refuser l'asile. Ça veut dire que lorsque vous écrivez votre récit de vie, vous donnez des détails, vous envoyez à l'OFPRA. L'OFPRA confie ces récits de vie à un officier de protection qui est spécialiste de votre zone des recherches ou zone d'opération. Admettons que vous êtes ressortissant de la République démocratique du Congo, ça veut dire qu'il y a un officier commis pour la République démocratique du Congo qui va examiner votre récit de vie. Alors, sa démarche est simple. Ça veut dire que l'officier de protection va se mettre à trouver des failles et à trouver des faiblesses dans votre récit de vie, à trouver des contradictions et à trouver des incohérences. Et sur base de faiblesses, des contradictions et des incohérences, il élabore un certain nombre de questions. Donc, généralement, je suppose, un récit de vie peut être lu par un ou deux ou trois officiers de protection. Et parce qu'un officier de protection, parce qu'il y a des types d'officiers de protection, il y a des officiers de protection qui ont reçu mandat pour signer la décision de l'asile, donc de l'octroi ou du rejet. Et il y a des officiers de protection qui n'ont pas ces mandats-là. Donc, vous pouvez lire sur le site de l'OFPRA, vous allez voir cette information. Il y a plus ou moins 120 000 officiers de protection, plutôt 120 officiers de protection, pardon, pas 120 000, qui ont reçu mandat pour la signature de la décision finale qu'on donne aux demandeurs d'asile. Alors, un officier de protection qui reçoit votre demande d'asile, l'examine soigneusement, il cherche les faiblesses, il cherche des incohérences, il cherche de failles. Et sur base de ça, ils élaborent des types de questionnaires. Donc, il y a des questionnaires qu'ils appellent des questions déterminants, des questionnaires déterminants, si on peut parler en termes de questionnaires. Ensuite, il y a des questions qu'ils appellent des questions d'attaque. Hein. Donc, j'ai fait des recherches pour vous présenter ça. Et moi-même, je suis passé par cette procédure et j'ai obtenu l'asile politique. Donc, il y a des questions qu'ils appellent des questions déterminantes. Ces questions consistent à déterminer, comme on les appelle des questions déterminantes. Ça permet à l'officier de protection de dire s'il répond correctement à ces questions, ça veut dire que je suis en face d'un réfugié. Donc, ça lui permet de décider s'il doit donner l'asile ou pas. Si vous n'arrivez pas à répondre à cette question correctement, directement, vous tombez. Du moment où vous répondez très bien à des questions déterminantes, il va s'attaquer, il va vous poser des questions, ils appellent ça dans l'enchaînement. Donc, il vous enchaîne des questions. Il dit ensuite, pour voir votre logique dans la réponse, il dit ensuite, vous devez donner de manière chronologique comment est-ce que les événements. Lui, l'objectif à lui, ce n'est pas vous donner l'asile. Son objectif est que vous puissiez vous arrêter à un moment et que vous puissiez avoir un trou et qu'il trouve que oui, exactement, il a un trou, ça veut dire qu'il n'a pas vécu cette situation. Donc, l'officier de protection, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se base sur votre histoire. Et tant que vous écrivez très mal votre histoire, il y a des incohérences, il y a des faiblesses, il élabore des questions déterminantes, il élabore des questions d'enchaînement et il ne vous donne pas l'asile.
Donc, en deuxième lieu, comment est-ce que ne pas avoir l'asile en France? C'est les éléments de preuve. Alors ça, il y a à boire et à manger. Déjà, en entrée des jeux, vous devez savoir que les officiers de protection sont très contents lorsque vous leur présentez de preuves juridiques. Hein, vous leur présentez un avis de recherche, vous leur présentez un procès verbal. Il y a ouais, voilà, de preuves qu'on aime voir. Ça sont de preuves qui va l'aider à ne pas vous donner l'asile parce qu'il se pose des questions. Comment quelqu'un qui a fui son pays a pu récupérer des documents si importants qui concernent sa personne, etc. Alors qu'il a des problèmes avec la justice, il est normalement recherché, il n'est pas censé avoir des originaux de ces documents-là. Donc, si vous voulez rater l'asile, votre asile, amenez de preuves juridiques. Une autre façon, l'officier de protection procède concernant vos preuves. Si vous n'apportez pas de preuves juridiques, là, vous lui compliquez encore davantage, mais il va bien examiner vos preuves pour essayer de voir le faiblesse dans ces preuves-là. Parce que l'objectif, comme je l'ai dit, d'un officier de protection, certes, il est là pour protéger, mais c'est tellement difficile qu'il a affaire à un grand nombre de demandes. Il ne sait pas qui est réellement réfugié et qui ne l'est pas. Du coup, il vient avec un mindset de quelqu'un qui ne veut pas donner l'asile et que le demandeur qui est en face de lui doit être convaincant pour qu'il puisse lui changer son avis. Alors, il examine les faiblesses sur les éléments de preuve que vous allez présenter. Il voit est-ce que ce sont des originaux. Si vous l'avez imprimé en France, ils les sauront parce que les papiers en Europe et les papiers en Afrique, ce n'est pas la même chose. Ils ont les applications, ils ont tout pour vous fouiller. Donc, si vous voulez rater l'asile, ramener des éléments de preuve qui n'ont pas de sens, l'officier de protection, vous allez lui faciliter le travail. Troisième chose à faire pour ne pas avoir son asile, il s'agit là de votre oral. Lorsque vous êtes devant l'officier de protection, il est dans une démarche de trouver des failles dans votre discours, de trouver de contradictions, de trouver qu'il n'y a pas une logique. Il peut vous poser une question. Je me rappelle, moi, on m'avait posé une question au début. J'ai répondu à cette question et parce que moi, j'avais fait plus ou moins 1h58 minutes. J'avais approché des heures du temps devant l'officier de protection. Tu vois, à force, l'officier de protection te prend trop de temps. Ça veut dire que ton histoire est intéressante. Il a beaucoup d'éléments à tirer là-dessus parce que quelque part, il se documente aussi. Mais c'est très dangereux parce que là, il cherche à tout prix à vous faire tomber, mais il trouve que il vous fait pas tomber. Et à la fin, bon, il conclut l'examen et il vous dit, bon, ok, voilà, vous aurez les résultats dans quelques jours. Soit il vous accorde la protection parce qu'il a mis tellement de temps sur votre dossier, parce qu'ils vont rester examiner votre réponse, la cohérence, etc. Et ensuite, il décide, il vous donne l'asile. Donc, restez cohérent. Ne suivez pas tout ce qu'on vous dit. Oh non, il ne faut pas beaucoup parler. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que la plupart des cas, lorsqu'un officier de protection rejette l'asile, les réponses qu'on donne, ou bien le motif, les raisons, en fait la motivation que l'officier de protection fait derrière sa décision de rejet et que vous n'avez pas donné suffisamment des éléments de détail. Moi, je pense que si vous avez vécu une histoire, vous devez être capable de donner suffisamment de détails. Alors, l'officier de protection s'attend à ce que vous puissiez connaître votre histoire comme votre poche. Donc, si on vous posait la question maintenant, ici, à l'instant T, qu'est-ce qui est dans vos poches? Vous devez être en mesure de dire que oui, j'ai un téléphone, j'ai un stylo, j'ai 10 euros, j'ai 20 euros. C'est ça, en fait, l'asile. Donc, si vous ne voulez pas obtenir l'asile, ne répondez pas correctement. Tâtonnez, ne savez pas ce que vous pouvez dire, faites semblant de dire à des plairer, et là, ils ne vous donnent pas. Donc, voilà un peu pour cette petite vidéo. Donc, les gens qui sont venus en France pour faire leur demande d'asile, je leur dis bonne chance et que je suis là ouvert pour essayer de partager avec vous le parcours de combattant. À très vite. Ciao.